Bonjour chers amis et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons d'un homme assez charismatique, un homme qui fait partie des meilleurs leaders de tout le temps du continent africain, surtout en ce qui concerne l'octroi ou bien l'accès à l'indépendance successif de près de 23 à 25 pays africains dans les années 1960. C'est un homme qui a lutté jusqu'à sa dernière goutte de sueur pour pouvoir laisser un héritage digne à la génération future de son pays. Par conséquent, c'est un exemple à suivre. Cet homme non seulement a bataillé fort et dur pour l'octroi de l'indépendance de son pays, mais aussi il a mis sur pied ce que je vais appeler le drapeau de son pays, c'est-à-dire il a travaillé dans la sélection des couleurs qui vont représenter le drapeau du pays. C'est un homme qui a milité très fort pour le respect de la dignité humaine, au point de déclarer que un homme en vaut un autre. Au fait, je ne sais même pas quel qualificatif autant pour moi je peux utiliser pour pouvoir mieux décrire cet homme. Je vous invite plutôt à découvrir en entièreté l'histoire de Barthélemy Boganda à travers ce reportage. Parmi les leaders africains, un profil à part, celui de Barthélemy Boganda. Premier prêtre noir en Ubangui-Chari, il a été recueilli enfant par des religieux quand ses parents ont été tués dans des violences coloniales. Boganda, 5 ans après sa naissance, il était un enfant pratiquement abandonné. Et on l'a mis en tutelle. Son tuteur est parti à la guerre en France, à la Première Guerre mondiale. Et ce tuteur est mort à 20 ans, en 1915. Donc Boganda s'est retrouvé tout seul dans ce village, dans le village de Bongolé, quand le lieutenant Meyer, un Allemand qui était de passage, a remarqué ce garçon au regard très vif. Il a pris pour le faire admettre à l'internat de Mbaïki. Un prêtre spiritain a remarqué que ce garçon était très intelligent. Et donc il l'a récupéré et il l'a amené à l'internat de Saint-Paul. Et après, il a fait un séjour au Congo. Et c'est au Congo qu'on l'a mis à l'école, il a commencé la scolarité en Lingala. Et déjà, à cet âge-là, il commençait déjà à demander aux prêtres s'il pouvait un jour devenir prêtre, faire comme eux et aider ses frères. Donc il s'est mis au travail. Et puis il a eu des gens qui l'ont formé bien. Il y avait les jésuites, les spiritains, les bénédictins. Ce sont des gens qui ont de la tête. Et là, Boganda s'est donné comme violon d'Ingres. C'était la philosophie, la théologie et l'histoire. Donc sa volonté première était d'aider ses frères, les sauver par rapport à Dieu. En évoluant, il va penser qu'il faut les sauver autrement pour que ses frères puissent progresser. Boganda savait très bien où il allait. Il savait parfaitement ce qu'il attendait dans la vie. Dans une lettre que Boganda a écrite à Monseigneur Grandin, évêque de Lubangui, Boganda disait ceci: la meilleure expression de gratitude pour moi, c'est de profiter de la formation qui se donne ici au séminaire pour être demain utile à mon pays. Et encore quelque part, il écrivait toujours à Monseigneur Grandin, il disait ceci: je prépare mes armes, vous me donnerez un point d'appui. Et je promets, avec le concours de la Sainte Vierge, de changer la face de notre Ubangui. C'est ici que j'ai trouvé Boganda, que j'avais déjà vu quand j'étais petit. Je l'ai connu en tant que grand frère, en tant que professeur, en tant que sous-directeur de ce petit séminaire Saint-Marcel, du nom de Monseigneur Grandin, qui était l'évêque. Boganda m'a fait une très bonne impression. Comme prêtre, nous étions en ce moment encore petits, il nous disait: si nous voulons construire le monde, il faut nous instruire. Il insistait beaucoup sur l'instruction. Aussi sur le travail manuel. Parce qu'il disait que si l'Europe aujourd'hui est développée, c'est parce qu'à ce temps-là, on avait le moine cultivateur. Il parlait beaucoup de prêtres paysans. Et lui-même, vous savez, quand il était devenu prêtre,
il s'intéressait beaucoup à tout ce qui regarde le social et non pas seulement prêcher le bon Dieu. Il faut aussi que nous puissions comprendre que c'est par le travail qu'on développe le pays. Très tôt, l'Église décèle en lui un bon élément et le désigne candidat aux législatives. Élu en 1945 sous l'étiquette du Parti démocrate chrétien, le MRP, Boganda s'envole pour Paris, où il se retrouve seul. Cependant, on lui adjoint une secrétaire, qu'il épouse bientôt. Barthélemy Boganda devient père de 3 enfants. Boganda, quand il est élu député, il va à Paris. Cela va lui permettre de voir que les Français de France sont différents des Français qui sont en Afrique. Comme il était affilié à MRP, un parti d'obédience catholique, il s'est dit dans le cadre de ce parti, poursuivre sa mission, son apostolat en faveur des hommes noirs. Mais compte tenu de tout ce qu'il a constaté étant prêtre, il a pris tout son temps pour dénoncer ces abus au niveau de l'Assemblée nationale française. Et son but était attirer l'attention de la France métropolitaine, de la France mère, de la mère patrie, sur les exactions que commettent ces agents sur le terrain auprès de la population noire, sans que justice soit rendue équitablement pour tout le monde. Et tout cela, la métropole n'en tenait pas compte, ne l'écoutait pas, faisait semblant de ne pas l'écouter. Et la situation au niveau du pays ne changeait pas. On obligeait les gens à passer 2 semaines à 1 mois dans la brousse pour pouvoir récolter le caoutchouc. Mais ils vivaient dans des conditions très difficiles. Ils étaient suivis par des miliciens. Les populations étaient recrutées et envoyées dans la forêt en vue de récolter le caoutchouc, l'huile de palme, l'ivoire, les peaux de reptiles, car ces produits étaient très recherchés en Europe en général. C'était le travail forcé. Il est considéré comme défroqué, ce qui va lui donner lieu d'ailleurs à une campagne médiatique terrible qui dit voilà, l'abbé Boganda jette sa soutane, il aime la femme blanche, enfin tous ces clichés terribles que l'on peut trouver dans la presse coloniale de l'époque. Et évidemment, lui va assumer, il va donc être obligé de quitter le MRP, ce qui est finalement une occasion pour lui de créer son propre parti, Messane. Le Messane, mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire, ambitionne d'éduquer les Oubanguiens et de leur rendre la terre exploitée par les colons. Soutenu par l'élite locale, Boganda est élu grand conseiller d'Afrique équatoriale française et maire de Bangui. Quand il se retrouve président du Grand Conseil de l'AEF, il se retrouve lui-même Boganda, qui est le patron de tous ces gens-là. Il fallait trouver maintenant des cadres pour les nouveaux postes qui étaient créés. Mais Boganda n'avait pas de gens qualifiés pour ça. Donc il s'en est pris au courant. Il dit, vous n'avez rien fait pour mon pays, vous n'avez pas formé les gens qui puissent prendre la relève. Donc il y avait cette absence de cadre oubanguien pour prendre la relève que Boganda déplorait et dénonçait. Mais ce voyage de Gaulle pour le référendum, Boganda disait à De Gaulle qu'il espérait qu'il était venu parachever l'œuvre entreprise depuis 1944 pour l'évolution du peuple noir. Mais quelle était l'œuvre de 1944? C'était quoi? C'était la fameuse conférence. Il y avait eu la conférence de Brazzaville où il était mis sur pied tout un programme pour l'évolution des peuples noirs. Et Boganda donc rappelait à De Gaulle que j'espère que vous êtes venu pour voir ce qui a été fait depuis 1944 jusqu'à ce jour. Et il disait que les Blancs n'avaient rien fait. Mais par contre, les Blancs, quelques Blancs qui étaient restés là, qui ont travaillé avec lui, ils ont fait une méchante lettre pour dire qu'il est ingrat, ils l'ont aidé, et voilà comment il les remercie maintenant qu'il est devenu président du Grand Conseil. Mais De Gaulle a proposé la communauté. Ou bien vous dites oui, vous restez dans la communauté avec la France jusqu'à ce que vous ayez évolué et que vous vous sentiez capable de voler de vos propres ailes, ou bien vous dites non à la communauté et immédiatement vous prenez votre indépendance. Mais
cette évolution, Buganda la voyait autrement. Voyait l'évolution en bloc. Pas l'évolution de l'Ubangi seul. C'était l'évolution en bloc de tous les pays qui constituaient l'AEF. L'indépendance en bloc se justifiait tout simplement, par exemple, il estimait que les régions, les territoires d'AEF étaient trop peu peuplés, étaient trop faibles économiquement. Cette faiblesse était également perceptible sur le plan administratif où l'encadrement restreint était exclusivement européen. L'autre raison qu'il a avancée, c'était la balkanisation des régions qui était prévu dans la Constitution notamment, mais c'était des frontières artificielles. Par exemple, la région de la Haute-Sangha et la Loba étaient intégrées au Moyen-Congo. Les régions Batéké du Moyen-Congo étaient attribuées au Gabon notamment. Bon, il y a également des impératifs financiers. Un seul État permettrait de réduire les budgets, avoir un seul gouvernement, un seul parlement. Ce qui n'était pas le cas à cette époque où on avait 4 territoires avec 4 gouvernements et 4 parlements. D'abord, il y avait la forte personnalité de Boganda qui écrasait les autres leaders de la sous-région, qui faisait que ceux-ci, par orgueil, ne pouvaient pas accepter qu'il y ait un bloc qui aille à l'indépendance, parce qu'eux, ils voyaient déjà Boganda président de ce bloc-là. Ça, ils ne l'acceptaient pas. Et puis il y avait certains pays comme le Tchad qui se disaient différents de l'Ubangi Chari. Tombolba pensait que Boganda voulait enlever les parties de Mundu pour attacher à l'Ubangi Chari à travers un abbé qui était à Mundu. Et au Congo-Brazza, Opangol au départ était pour aller en bloc à l'indépendance, mais après Yulu l'a renversé. Yulu a préféré traiter avec ses frères Bakongo du Congo ex-Zaïre. Le Gabon voulait rester dans son côté avec Léomba et ne voulait rien savoir de l'union que Boganda voulait créer. Donc Boganda a dit, je suis entouré de traîtres, et il a amené la République centrafricaine à se proclamer république seule, rien qu'avec le Ubangi Chari. De mon cœur est sorti les couleurs que vous avez ici, qui symbolisent les 4 territoires de l'AIF, mais qui symbolisent également notre territoire pilote, la France métropolitaine. Boganda est venu, il s'est installé dans ce village qui s'appelle Bossabo. C'est là qu'il a créé la Sokololé, et ce village continue à s'appeler Sokololé en souvenir de la coopérative que Boganda avait créée là. Et c'est à partir de là qu'il a tracé cette route que nous suivons là. Il y a des grands villages là-bas à l'intérieur. Autrefois, il n'y avait pas de route, il n'y avait que la piste. Comme Boganda était pour le social de l'Ubangien moyen, il a fait ouvrir cette route à ses frais pour que sa coopérative puisse aller prendre les produits agricoles là-bas du terroir, et puis comme ça les paysans vont gagner un peu d'argent. Malheureusement, ça lui a valu la colère de l'administration qui a voulu le poursuivre pour avoir tracé une route qui n'était pas prévue dans le plan directeur. Et c'est à partir de là que se sont développées les attaques contre la coopérative qui était donc concurrente de la société indigène de prévoyance, la CIP, qui travaillait pour les colons. Sur ce site de la coopérative qu'il avait lancé, Barthélemy Boganda mettait plusieurs affiches. On pouvait lire « Le travail est libre », c'est-à-dire nous sommes libres de nos occupations, mais le travail est nécessaire pour le développement du pays et pour notre bien-être. Boganda avait lancé un journal qui s'appelait « Pour sauver un peuple » et il écrivait ceci. La société est un corps organisé dont les individus constituent les atouts de base. Les familles en sont les cellules, les tribus en sont les tissus, les races en constituent les organes, et le tout forme une seule et même humanité. Chaque individu est au service de cette humanité. Le raciste dirige tout vers sa race. Le chauvin ne connaît que sa tribu ou sa province. Le sectaire ne vit que pour son parti, sa doctrine et sa religion. De là à l'égoïsme, il n'y a qu'un pas. Ces défauts sont à la base de tous les crimes sociaux, et les crimes sociaux portent préjudice à l'humanité.
Lubangui Chari était le pays de l'Afrique équatoriale le plus arriéré de tous. Les valeurs traditionnelles avaient beaucoup plus de place que les valeurs modernes que les colons ont amenées. Donc Boganda s'est trouvé face à une société qui est restée vraiment traditionnelle. Ils étaient encore trop adonnés à la polygamie, et ce que Boganda combattait. Mais en combattant la polygamie, il se mettait à dos les colons, d'où son opposition avec Monsieur Dieu, qui était chef de région, parce que si Boganda mettait en valeur la femme, donc les femmes ne pouvaient plus aller travailler le coton. Donc si l'homme a plusieurs femmes, il va avoir beaucoup de coton. Et avec l'Église, il se trouvait aussi en contradiction, parce que d'un autre côté, il a dit, il nous faut des gens qui soient instruits. Donc il faut éduquer les gens, il faut des écoles. Et le curé lui dira, tu me demandes tout ce que tu veux pour l'évangile, je te le donne. Mais en ce qui concerne tes écoles, je ne te donne pas un franc. Et Boganda a tout fait quand même pour ouvrir des écoles où il se battait pour faire venir et les filles et les garçons. Et il a commencé l'alphabétisation en leur apprenant le français, en partant de leur langue traditionnelle, leur apprendre à compter en langue traditionnelle, ensuite en sango et ensuite en français. À part la Guinée, les 13 autres territoires de l'Afrique française votent massivement pour le oui à la communauté franco-africaine. Au Niger, le socialiste Djibo Bakary a bien tenté de faire campagne pour la sécession, mais l'administration coloniale a saboté les élections pour mettre au pouvoir Amani Diori. En Afrique équatoriale française, Barthélemy Boganda a fait voter oui pour ne pas isoler son territoire. Il sait que l'indépendance immédiate réduirait Lubangui Chari à une poussière d'empire. Or, il a de grandes ambitions pour son pays. Son projet, il naît de l'idée de garder la coquille que représente l'AEF, de créer une grande Centrafrique, qui va muter ensuite en une fédération d'États d'Afrique latine, qui avait pour objectif de repousser plusieurs menaces, la menace du panarabisme, la menace du communisme, la menace du péril jaune et véritablement tout ce qui pourrait aussi venir de l'Afrique anglo-saxonne. Mais Barthélemy Boganda n'a pas le temps de réaliser ce projet. Le 29 mars 1959, son avion s'écrase entre Berberati et Bangui. On met 2 jours à trouver l'épave, il n'y a aucun survivant, des témoins sont négligés et l'enquête bâclée. Les rumeurs d'attentats divisent le pays. C'est une conséquence dramatique. Il incarne toute la lutte depuis le départ. Il a finalement assez peu de personnes qui autour de lui sont formées pour assurer sa succession puisqu'il ne l'a évidemment pas imaginé. À peine en train de naître, la République centrafricaine est orpheline. Barthélemy Boganda a droit à des funérailles nationales. Depuis lors, il est considéré par ses compatriotes comme le père fondateur de la République centrafricaine. Le message qu'on peut retenir de Boganda, c'est cet appel au travail. Seul le travail libère. Et également, quand nous voyons la devise, il y a l'unité qui est là. L'unité, nous en avons besoin. Et Boganda disait, vaille malheur à l'homme seul. Donc, tu ne peux pas, toi, seul, vivre quelque part. Et ce qu'il disait était aussi valable pour les États. Je peux dire aujourd'hui que tout ce que nous vivons, dans le cadre notamment de la CEMAC, ou quand on regarde l'Union européenne, quand on regarde les différents blocs économiques, régionaux, économiques surtout, on voit que les idées de Boganda ont fait du chemin. Et nous vivons ces idées-là aujourd'hui concrètement. Boganda disait, je ne suis pas là pour former des servants de messe qui sont là comme des statues, mais je suis là pour former des hommes pour l'avenir. C'est-à-dire, soyez des hommes, sachez agir, sachez parler, sachez communiquer, sachez travailler. On peut, c'est vrai, conclure en disant que Boganda était un grand visionnaire, puisque Kwame Nkrumah lui-même, panafricaniste, si besoin en était, qui lui
avait pensé à un État fédéral africain, Kwame Nkrumah lui-même préconisait que Bangui, donc la Grande Conquête, la capitale de la République centrafricaine, soit la capitale de l'État fédéral africain. Les Centrafricains ne connaissent pas Boganda. Boganda a laissé une œuvre immense. Il a mené une lutte non armée. Et il est parvenu à la dignité de l'homme. Il a dit que son existence n'a de sens que lorsque il délivrera les Africains de la servitude et de la misère.